Merci d'être là ce matin, et enfin aujourd'hui en tout cas. Je suis Frédéric Sacher, je suis cardiologue. Je connais la plupart d'entre vous, et donc responsable du centre de référence. Bienvenue donc ici à l'Institut hospitalo-universitaire Lyrique. C'est un institut de recherche, hein, dont le but est vraiment de faire de la recherche sur les maladies et les troubles du rythme, avec une vocation translationnelle. Donc, on trouvait que c'était une, une belle image de vous accueillir ici, que vous voyez un petit peu aussi. Alors, la plupart d'entre vous connaissent l'hôpital, mais que vous vous rendiez compte aussi de ce qui se fait en termes de recherche. Et donc, c'est dans cet institut qu'on essaye d'avancer justement sur les connaissances des troubles du rythme. Euh, et donc, qui fait partie, hein, cet institut, on est au sein du CHU de Bordeaux, avec l'Université de Bordeaux, donc vraiment un lien entre hôpital, université et donc recherche. Je voulais également remercier l'ensemble de l'équipe qui a permis que cette journée se réalise. C'est pas mal de travail et d'organisation. Et donc, merci à toutes et à tous. Merci à Maïder, grâce à qui on va pouvoir manger à midi, parce que c'est important pour moi de manger le midi. Et vraiment, merci également aux personnes, aux patients et aux proches qui ont participé. Vous verrez, on a fait un film qui explique un petit peu ce centre de référence. Et donc, je voulais remercier toutes les personnes qui ont été, qui ont dit oui et qui ont participé à la réalisation de ce film, qui explique un petit peu justement les missions et ce qui se passe. Donc beaucoup de remerciements, et bien sûr merci aussi à Monsieur Duluc qui parlera juste après moi. Monsieur Duluc est le directeur de la recherche clinique et des maladies rares, voilà. Et on tenait à ce qu'il soit également présent, parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, on a la chance que la direction du CHU soutienne les maladies rares, les services qui s'occupent des maladies rares. Et donc, c'était important à notre sens que vous vous rendiez compte aussi ce qu'il y avait derrière, et le soutien. On décrit beaucoup l'hôpital public et ce qui se passe en ce moment, mais voir ce qu'il y avait derrière est également important. Alors, avant de lui laisser la parole, on m'a demandé de dire quelques points de logistique. Pour ceux qui sont à distance, vous avez un chat pour poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas, hein. Le but, c'est vraiment que ce sont vos journées, donc que ce soit un échange, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas non plus à nous interrompre, hein. Le but, encore une fois, c'est aussi d'avoir un échange. Alors, ce qu'on fera pour que tout le monde puisse entendre, c'est que les modérateurs des sessions reprendront vos questions pour que ceux qui sont à distance puissent entendre. D'accord ? Il y aura un buffet, donc, comme je vous l'ai dit. Et il y aura du gel hydroalcoolique, tout ce qu'il faut, bien sûr, avant. Donc, c'est important dans les conditions actuelles de bien faire attention. À 13h30 précise, m'a dit Cécile, qui est là. Et alors, à le début des ateliers, donc vous avez dû recevoir les différents ateliers auxquels vous êtes inscrits. Donc, c'est important de garder le temps pour tout le monde. Et donc, qu'à 13h30, on commence. Il y aura également des questionnaires de satisfaction. C'est très important pour nous que vous les remplissiez pour qu'on sache ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et puis surtout, si vous voulez qu'on refasse ce genre de journée, et ce que vous aimeriez voir, ce qui manque. C'est important pour nous, pour qu'on s'améliore, et puis surtout qu'on fasse quelque chose qui puisse vous intéresser, parce que vraiment ces journées sont là pour vous. Et enfin, le dernier petit point, il y aura une panière, c'est ça, à la fin, pour remettre les badges. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas si c'est de l'économie circulaire mais bon, dans ces temps, il faut faire attention à la planète aussi. Voilà, donc tout de suite, j'arrête de parler, et puis je laisse la parole donc à Gilles Duluc, directeur de la recherche et des maladies rares au sein du CHU de Bordeaux. Merci. En attendant que ça vienne, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a du sens, ça a énormément de sens d'être invité en tant que directeur référent des maladies rares dans un CHU comme le CHU de Bordeaux, à une journée comme celle-ci, parce que ça a un sens fort quotidien. Si on s'engage à l'hôpital public, c'est pour une bonne raison, c'est pour servir l'intérêt général, et pour agir aussi au bénéfice des patients et de leurs familles. Donc,
Continue à capella comme ça. Voilà, ça a beaucoup de sens de pouvoir. Voilà, parfait. Ça a beaucoup de sens de pouvoir être ici aujourd'hui pour aussi parler un peu de d'où viennent ces structurations de l'accompagnement des maladies rares en France notamment, mais plus globalement. Donc peut-être que ce sont des éléments que vous connaissez déjà, mais ça a énormément de sens. Et peut-être que les maladies rares, c'est probablement l'une des prises en charge organisées au niveau national par les pouvoirs publics aussi, qui représente le plus l'engagement des associations, donc des patients et de leurs familles, et puis des professionnels de santé, des pionniers de la médecine, médecins, cliniciens évidemment, de toute spécialité, généticiens également en biologie, et puis des soignants qui, avant même qu'on organise au niveau public les centres de référence maladies rares, s'étaient déjà engagés auprès des patients, avec les patients et leurs familles. Ce qui est intéressant également, si on reprend un peu l'histoire, c'est que les maladies rares, vous le savez probablement, c'est une notion qui a mis du temps à se forger, et c'est une notion qui s'est forgée essentiellement au débarrage aux États-Unis, à travers les médicaments dits orphelins, les médicaments qui finalement n'étaient que peu utilisés, en lien probablement avec des maladies rares. Et donc justement, c'est là qu'aux États-Unis, il a commencé à avoir des discussions sur la nécessité pour des producteurs de médicaments orphelins de prouver l'efficacité de leurs médicaments orphelins, et surtout, peut-être élément moins glorieux de l'histoire, la non-rentabilité, ce qui pouvait commencer à poser des difficultés. Ça a évolué, ça a finalement amené à mettre en place une réglementation aux États-Unis sur le sujet en 83, quelques années plus tard, c'est apparu en France et en Europe. Et finalement, ce n'est que en 99 ou juste avant les années 2000, que la France et l'Europe se sont vraiment impliquées dans la structuration d'un plan qui veut dire concrètement quoi? Qui veut dire qu'on rend visible des maladies rares, ce qui est probablement l'un des enjeux les plus importants. Et donc, comme vous le voyez sur la diapo, c'est quand même 3 millions de personnes en France, 4,5% de la population, c'est pas rien. Qui dit maladie rare ne veut pas dire phénomène rare, c'est un phénomène global, puisque énormément de personnes sont concernées. Donc il y a 7000 maladies rares en France, et puis 80% d'entre elles sont quand même d'origine génétique. Donc, partant de ça, il y a eu, comme je le disais, en France et en Europe, un vrai choix public d'investir et d'organiser les choses pour rendre visible et donner des moyens pour pouvoir accompagner cette recherche, cette prise en charge en soins, et puis travailler sur 3 piliers du plan national maladies rares, que vous connaissez peut-être également, vous avez entendu parler. Plan national maladies rares qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'accès au diagnostic, éviter l'errance diagnostique, comme on dit souvent. L'accès aux thérapies, soit innovantes, soit les thérapies actuelles, et puis rendre la vie plus acceptable, une meilleure qualité de vie, pas forcément toujours à l'hôpital, parce qu'on sait que venir à l'hôpital, c'est bien, mais moins on y est quand même, et plus mieux on se porte, et c'est bien normal. Donc on préfère être plutôt à domicile, ou en tout cas chez soi, pour pouvoir continuer une vie normale. Donc, le premier plan national maladie rare 1, pardon, c'est en 2004. 2004, on est en 2022, il n'y a que 20 ans concrètement d'écart. Alors, de l'autre côté, on trouve finalement que 20 ans, c'est très peu. Il y a énormément de choses qui ont été faites au fil de ces dernières années. Il y a eu un plan national maladie rare 2, puis un plan national maladie rare 3, et puis là, on va ouvrir un plan national maladie rare 4 en 2022, puisqu'on va relabelliser les centres qui ont été reconnus comme experts dans la prise en charge des patients et de leurs familles, dans leur accompagnement au niveau national. Et ça veut dire que concrètement, malgré les soubresauts qui perturbent l'hôpital, on entend tous parler, malgré le fait qu'on renvoie une image qui est de dire que l'hôpital va mal, l'hôpital ne va pas très bien, ça c'est certain, mais pour autant, il y a quand même toujours sur cette mission maladie rare un engagement qui perdure et des financements qui vont permettre à ces centres et à ces équipes médicales et de soins de poursuivre leurs travaux de recherche, leur accompagnement au quotidien et la prise en charge des patients et puis l'écoute également. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? Alors c'est des chiffres qui peuvent paraître un peu abscons et difficiles parfois à se représenter, mais il y a 473 centres de référence et de ressources et de compétences en France. Donc concrètement, il y a 32 CHU en France qui représentent donc des établissements de recours pour un territoire régional. Donc 473 centres, ça veut dire globalement qu'il y a, on va dire une quinzaine de centres, on va dire reconnus globalement par CHU, ce qui veut dire qu'il y a
un aménagement du territoire aussi, qui est dans cette notion d'éviter l'errance diagnostique initiale, qui est quand même aujourd'hui extrêmement dense. Et la France, alors, on a tendance à claquer les bretelles, si je puis dire, en disant que la France a un excellent système de santé. C'est une réalité. La France a été pionnière dans l'organisation des maladies rares au niveau territorial, pour innerver vraiment dans tous les territoires la prise en charge des maladies rares. Et ça, c'est une réalité. Alors, on est un peu concurrencé maintenant par certains collègues européens, notamment les Pays-Bas, qui sont très en avance, la Belgique, mais la France a été pionnière. Il y a eu des filières également de santé maladies rares, puisque une fois que ces centres ont été créés au niveau territorial, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des thématiques qui étaient communes. Ça peut paraître fou de se dire qu'on a mis du temps à s'en rendre compte, mais c'est une réalité. Et en termes organisationnels, en termes d'équipement, par exemple, pour faire telle analyse ou telle prise en charge innovante qui a été mise en place, tel dispositif d'éducation thérapeutique, et ben ça permet au niveau des filières, donc c'est-à-dire des coordinations nationales, comme ça vous sera probablement expliqué dans la journée, de partager les bonnes pratiques et d'essayer d'avoir une prise en charge homogène au niveau national. Et ça, c'est extrêmement important pour s'assurer qu'un patient à Bordeaux puisse avoir la même prise en charge qu'un patient à Paris, au hasard, ou à Strasbourg, ou à Marseille. Évidemment, plus de 220 associations de personnes malades. Je dis évidemment parce que les associations n'ont pas attendu pour se structurer les plans nationaux, et heureusement, parce que sans les associations, probablement qu'on n'aurait pas eu ces plans nationaux, il faut aussi se le dire. Et donc ça, c'est aussi une fierté, je pense, française. Alors, au CHU de Bordeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le CHU de Bordeaux, alors je vais le dire également, on va faire claquer les bretelles également sur ce point, c'est que le CHU de Bordeaux est en France parmi les établissements les plus représentatifs de ce qu'on peut faire de mieux en termes d'organisation des maladies rares et d'accompagnement. Vous retrouvez tous les dispositifs nationaux, même européens finalement, vous les retrouvez représentés au niveau du CHU de Bordeaux. Alors je le dis d'autant plus que je suis arrivé récemment, je suis arrivé il y a 1 an, et auparavant j'étais à l'assistance publique hôpitaux de Paris, donc les hôpitaux parisiens, globalement, 37 hôpitaux, qui représentent grosso modo une taille d'établissement 7 fois plus importante que le CHU de Bordeaux. Et la taille ne fait pas la réussite, puisque je peux vous le dire, le CHU de Bordeaux, moi j'ai été impressionné par la qualité de l'organisation de la prise en charge des maladies rares au CHU de Bordeaux. Et donc on a une fédération, je vais y revenir juste après, on a 16 centres de référence maladies rares, on a 56 centres de compétences. Débat national, les centres de compétences ne sont pas financés. On leur donne un label, on les reconnaît, on rend visible leurs compétences dans tel domaine, mais ils ne sont pas financés. C'est un sujet qu'on porte au niveau national pour demander une reconnaissance et un financement éventuel pour ces centres de compétences, sans réduire les financements des autres, puisque c'est souvent ce qu'on nous dit. Et puis 23 filières de santé maladies rares également représentées. Alors, au niveau, donc comme je vous le disais, au niveau du, je ne sais pas si c'est très visible, mais en tout cas, au niveau du CHU de Bordeaux, il y a une fédération. Alors là, c'est également un élément notable à Bordeaux, c'est que vous n'avez pas des fédérations partout, voire c'est très rare. La fédération, c'est quoi? C'est dire que on a tout un tas de compétences qui s'agrègent, médicales et soignantes, hein, avant tout, c'est ça, hein, au niveau du CHU, donc avec tous les centres que j'ai cités tout à l'heure. Et il y a une fédération qui tend à rendre organiser des points réguliers de partage des bonnes pratiques, s'assurer que quand un service ou un centre est en difficulté, on puisse essayer d'y répondre et d'assurer en permanence, je dirais, une continuité de service conforme au principe, au sacro-saint principe du service public, la continuité du service public. Et c'est un point important et ça n'est pas le cas partout. Alors, la coordination des maladies rares, là, c'est un aspect plus administratif, mais on est souvent taxé de mauvaise gestion dans les hôpitaux publics. Donc, je pense que c'est bien de se le dire aussi, qu'on essaie quand même de faire les choses bien. Et qu'on a mis en place au CHU de Bordeaux, je dis on encore une fois, le mérite revient aux équipes déjà présentes avant mon arrivée, une transparence des budgets. Alors, je ne sais pas si c'est enregistré aujourd'hui ou pas. Oui, bon. Alors du coup, je vais dire comme ça, il y a une vraie logique de transparence et de gestion des fonds publics qui sont alloués pour les maladies rares au CHU de Bordeaux. Concrètement, 1 euro transmis par le ministère, donc par le gouvernement, c'est 1 euro investi dans les centres de référence maladies rares. Voilà, je pense que c'est utile de le dire, surtout dans ce contexte, et je pense que c'est bien que vous le sachiez. Et c'est un principe fondamental qu'on suit et qu'on suivra en permanence au CHU. Alors à quoi ça sert?
Ça sert essentiellement à des dépenses RH, donc financer du personnel, s'assurer de stabiliser les personnels qui sont déjà présents ou recruter des personnels complémentaires, parfois sur des compétences un peu plus en difficulté ou un peu plus rares, parfois sur des compétences à renforcer dans un centre. Et puis ça peut aussi servir à des projets de recherche clinique, à des achats divers et variés d'informatique, de vidéos sur les ETP du coup, et puis sur les programmes de TP, et puis des traductions d'articles, des congrès, parce que ça aussi c'est une nécessité. Je disais tout à l'heure, rendre visible, il faut en permanence pouvoir communiquer et permettre aux centres de communiquer sur leurs avancées en termes de recherche, mais ça vous le savez évidemment. Il manquait quelque chose pour autant au niveau national pour, une fois qu'on a dit qu'on a mis en place des fédérations, des centres, etc., il faut quand même au quotidien fonctionner, quoi. Faut être capable de mettre en place des actions concrètes, les suivre, s'assurer que les budgets sont bien utilisés et qu'il n'y a pas de difficultés, parce qu'on a des difficultés dans les établissements publics, parfois à mettre en œuvre un certain nombre de mesures, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a en 2019 des plateformes d'expertise opérationnelles, maladies rares, ont été mises en place sur financement ministériel également, et le CHU de Bordeaux a été également, encore une fois, pionnier dans cette reconnaissance, dans ce label donné, et il a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à bénéficier de ce label plateforme d'expertise maladies rares au niveau national. Donc ça aussi, c'est comme une reconnaissance. Et depuis, finalement, c'est tout un tas de résultats très pragmatiques, très concrets, d'accélération ou de réduction plutôt des délais pour des diagnostics génomiques de biologie, qui sont fondamentaux, comme vous le savez, pour pouvoir identifier la bonne maladie rare et donc du coup la bonne prise en charge. C'est un exemple parmi d'autres. Les programmes de TP ont également été mieux organisés de manière transversale. On bénéficie aussi d'une accélération un peu du déploiement de ces programmes, et donc ça aussi c'est une mesure concrète qui a permis cette plateforme d'expertise maladies rares. Et donc, il y a un sujet et la pérennité de cette plateforme. Le CHU s'assurera de toute façon de sa pérennité au CHU de Bordeaux. Voilà. J'ai essayé de dresser un portrait un peu général de ce qui est peut-être un aspect moins visible, moins évoqué de l'organisation des maladies rares en France et au CHU de Bordeaux. Mais c'est finalement une manière aussi d'être transparent et de vous restituer ce qu'on essaie de faire, peut-être sur un aspect plus opérationnel, moins visible encore une fois, et vous dire que au-delà de, je vais dire autrement, les équipes médicales et soignantes sont extrêmement impliquées depuis des années. Vous, patients, familles et associations extrêmement impliqués. Il y a aussi une volonté derrière des pouvoirs publics, et puis que je représente en partie quand même, des établissements publics, d'assurer un soutien permanent, parce que c'est, je parlais de sens en introduction, c'est probablement l'une des missions qui a le plus de sens aujourd'hui dans un hôpital. Voilà, je vous remercie.